Je voudrais aborder avec vous la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que les hommes ont plus de désirs que les femmes? C'est ce que nous lisons partout, généralement, et c'est aussi notre expérience. Les hommes ont généralement plus de désirs, plus de demandes, sont plus demandeurs des relations sexuelles, et les femmes sont convaincues, comme leur mère et leur grand-mère, que les hommes ont plus de besoins. Et je voudrais aborder avec vous la chose d'une autre manière. Qu'en est-il du désir féminin? Est-ce que les femmes ont vraiment moins de désirs que les hommes? Parce que c'est un peu la question aussi. Pourquoi est-ce que les hommes seraient avec beaucoup de désirs et les femmes avec si peu de désirs? On dit souvent que la nature est bien faite. Est-ce que quand même à ce niveau-là, les choses auraient été mal conçues? Déjà, on peut regarder un petit peu d'autres civilisations que la nôtre, et notamment regarder les femmes grecques qui étaient réputées pour la puissance de leurs désirs. Et donc, il y a des sociétés où les femmes avaient beaucoup de désirs. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des femmes traversent comme ça des manques de libido sérieux? Il me semble qu'en fait, c'est le fruit de notre éducation, le fruit de notre culture. Regardons un peu plus près comment nous sommes éduqués. Un garçon, il est éduqué dans l'idée que plus tard, il aura charge de famille et donc il doit s'épanouir dans son travail, il doit s'accomplir. Et donc, on va l'aider à trouver ses passions, on va l'aider à explorer, on va valoriser toutes ses explorations. Et puis, on va beaucoup plus accepter que tant qu'il n'a pas trouvé son centre d'intérêt, ils sont un peu feignants, qu'ils ne mettent pas beaucoup d'énergie dans ce qu'il fait. Nous savons que lorsqu'un homme a vraiment trouvé ce pourquoi il était fait, sens à sa vie comme une vocation, vous voyez, alors là c'est une flèche, il est efficace, utile, heureux d'avoir une vraie plus-value dans notre société, etc., etc. Les filles, on leur demande avant tout, au départ, quand elles sont petites filles, d'être jolies, d'être mignonnes, d'être gentilles. C'est pas tout à fait compatible parfois avec le fait d'explorer le monde. Les petites filles, elles ont autant envie que les garçons à faire les 400 coups, grimper aux arbres, sauter dans les flaques d'eau, se rouler dans la boue, faire des châteaux de sable ou des bonhommes de neige, etc. Mais si on leur demande sans cesse et si on accepte difficilement qu'elles puissent revenir toutes dégoûtantes à la maison, mal coiffées, habillées n'importe comment, nous allons tout doucement les conditionner à justement être bien mignonnes, bien jolies, etc. Ce faisant, nous invitons nos filles à se détourner d'une partie de leurs désirs pour pouvoir rester aimables. Et du coup, très tôt, la petite fille, elle apprend à se détourner d'une partie de ses désirs. Si elle veut être aimée, elle ne peut pas être complètement qui elle est avec toute la puissance de ses désirs. Il faut qu'elle soit bien sage et bien gentille. Et puis après, à l'adolescence, imaginons juste 2 secondes une adolescente de 13-15 ans avec un appétit de vivre, une gourmandise, des passions. Enfin, c'est une fille qui est pleine de curiosité, avec vraiment le désir d'explorer, de découvrir, d'assouvir sa curiosité. En fait, elle est assez vulnérable parce qu'elle est entourée à ce moment-là de jeunes garçons, jeunes hommes qui sont pleins d'hormones, qui ont du mal à gérer leurs désirs masculins et qui du coup vont tenter de repérer justement, qui sont attirés vers toute cette appétit de vivre, ces gourmandises que peuvent avoir certaines jeunes filles. Mais la jeune fille ici, elle est vue comme ça, très vite, elle est vue comme fille facile. En fait, sa gourmandise, son appétit de vivre, il est confondu avec son besoin de relations sexuelles, son envie de relations sexuelles. Et elle va passer pour une fille facile, pour pas dire autre chose. Et donc, c'est trop de vulnérabilité. La jeune adolescente va préférer taire une partie de ses désirs. De toute façon, c'est ce qu'elle connaît depuis qu'elle est assez petite. Et si elle ne l'a pas vécu dans sa famille, parce que parfois il y a des familles qui quand même laissent plus de place à leurs enfants, elle l'aura vécu dans sa culture, à l'école, etc. La jeune adolescente va à nouveau éteindre une partie d'elle-même parce que c'est trop coûteux. C'est se rendre trop vulnérable. Et elle va préférer se couler dans un certain moule où tout le monde est pareil, où il n'y aura pas de débordement et elle ne va pas se faire remarquer. Alors, on peut lui souhaiter quand même à cette jeune femme grandissante de quand même trouver suffisamment de désir en elle pour trouver son métier, rencontrer un amoureux, fonder sa vie, etc. Mais le jour où son désir va faire un peu comme ça, où elle est rattrapée par sa physiologie et aussi rattrapée par les événements de l'existence, les différents changements qu'elle doit vivre, c'est-à-dire une grossesse, un allaitement, etc., sa libido peut être en berne et vraiment en berne très longtemps. Parce qu'elle n'est pas habituée à faire vivre ses désirs, à les faire exister. Le fait d'avoir été coupée en deux si longtemps, de s'être coupée d'une partie de ses désirs, eh bien, elle ne va pas savoir comment les retrouver. Et ça, c'est vraiment le fruit de notre culture, le fruit de notre éducation. Parce que, effectivement, quand je parlais de notre physiologie, nous ne sommes pas faits pareil. Effectivement, la femme,
n'a pas un désir aussi permanent que l'homme. L'homme, lui, produit des spermatozoïdes, enfin contribue à la production de ces spermatozoïdes tous les jours. Et donc tous les jours, il assure une production de ces spermatozoïdes. Tous les jours, il est opérationnel, il peut avoir des enfants tous les jours s'il a des relations sexuelles. Et donc il a un désir qui correspond à sa physiologie, il a un désir qui traduit cette permanence-là. La femme, elle, est cyclique, c'est-à-dire qu'elle a ses règles, après tout son utérus qui se prépare à éventuellement recevoir un bébé, et donc elle a sa période ovulatoire, et c'est à ce moment-là qu'elle va sans doute avoir le plus de désir, et puis soit il y a eu fécondation, elle est enceinte, soit il n'y a pas eu fécondation, et puis les choses vont se déliter tout doucement, enfin se stopper, se déliter, et puis à nouveau ça va être le moment de ses règles. Et donc elle va avoir beaucoup de désir au moment de son ovulation, au moment où potentiellement elle peut devenir mère. Alors encore une fois, est-ce que la nature est mal faite? À ce niveau-là en tout cas. Parce que pourquoi les hommes donc, ont été créés avec cette permanence et les femmes avec un désir cyclique et donc avec une majoration de leur désir au moment de leur ovulation? Toujours avec cette idée que la nature est bien faite, qu'est-ce que nous pouvons retenir de nos différences et de nos différences physiologiques? D'abord, nous ne sommes pas que le résultat de nos hormones. Notre désir, c'est pas que quand le besoin de nous inscrire dans une filiation. Donc nous pouvons bien sûr avoir du désir sexuel en dehors du fait de vouloir avoir des enfants et donc nous ne sommes pas que le résultat de nos hormones. Nous avons à apprendre l'un et l'autre de nos différences et à la vivre comme quelque chose de complémentaire. Comment l'homme peut s'inspirer du cycle de sa femme qui est donc branché sur la lune. Son cycle correspond au cycle lunaire, au cycle des saisons. Et quand l'homme prend enseignement de ce que vit la femme, il se rapproche de la nature et donc il se rapproche aussi de qui il est. Il prend enseignement d'une certaine manière d'être au monde, d'une certaine manière d'appréhender les choses, d'appréhender la nature et donc de son existence dans un univers plus global. Et la femme, pareil, face à la permanence du désir de l'homme, elle a aussi quelque chose à sentir, à ressentir, à entendre, d'une invitation à être vivant, à être vibrant, ce qui nous permet la sexualité, en complément de son cycle. Et il me semble que déjà, si nous envisagions les choses un peu différemment, et que, au lieu de penser que les choses sont mal faites, que nous envisagions les choses de manière davantage complémentaire, qu'est-ce que je peux apprendre de toi qui es femme, et qu'est-ce que je peux apprendre de toi qui es homme, et de ce que je ne suis pas donc? Et bien là, il y aurait une manière sans doute de vivre le désir qui serait plus juste, plus accordée. Nous invite, nous les femmes, sans devenir des hommes pour autant, mais vraiment à nous inspirer de cette permanence du désir masculin et aussi de nos hommes qui ont été moins abîmés dans leur désir originel par la culture, qui sont moins habitués à s'abandonner eux-mêmes. Comment, dans les choses du quotidien, ils peuvent nous inspirer pour nous permettre de retrouver notre désir, pour enlever cette espèce de chose que nous avons installée qui fait que nous sommes coupés en deux, mais pour nous retrouver le lien avec notre sexe, le lien entre notre tête, notre cœur et notre sexe.